Merci Théo pour cette émission nouvelle qui commence autour de Eureka. C'est toujours une très belle émission et c'est l'éthique strasbourgeoise qui est à l'antenne cette semaine. Eureka, le regard sur la science en Alsace, Marie Jotil. Oui, Eureka et la lumière fut. Alors, il y a une lumière dont nous avons vraiment besoin actuellement et qui va concerner la question de la Covid-19 qui nous a énormément marqué au cours des dernières semaines, mais pas juste une épidémie pour une épidémie ou une pandémie pour une pandémie. Nous allons évoquer dans toutes les séances éthiques de cette émission Eureka cette année 2020-2021 la question éthique et Covid-19. Et je suis très heureuse d'accueillir deux membres de notre équipe qui réfléchissons sur cette question et qui sont présents avec moi à l'antenne ce soir. Alors, honneur aux dames, Anne Dagnon-Gria, qui est pédopsychiatre, et Guy Freiss, qui est réanimateur, qui ont tous les deux travaillé durant cette pandémie, qui sont originaires, qui ont travaillé au CHU de Strasbourg. Voilà, donc Anne et Guy, bonsoir. 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 Voilà, nous me réjouis de vous avoir tous les deux. Il y aura encore deux autres personnes que je vous présenterai au fur et à mesure. Donc, entrons dans le vif du sujet. La question de la Covid nous a quand même bousculés au cours de ces dernières semaines. Les pandémies devaient être des mots du passé, le monde technicisé devait avoir résolu tous nos problèmes et la médecine a quand même fait de très très grands progrès durant ces dernières années. Est-ce que vous vous attendiez, Guy, tu t'attendais à une telle pandémie ? On va dire que on s'y attendait pas trop. Maintenant, quand on regarde un petit peu les préconisations et les plans un petit peu de tous les pays, de l'OMS et même de la France, tout le monde dit dans son introduction qu'on pourrait avoir affaire un jour de nouveau à une pandémie, à un virus inconnu et qui nous poserait peut-être des problèmes. Donc c'est vrai qu'on a l'air tous surpris, mais quand on lit un petit peu toutes ces recommandations, ces réflexions, ces plans face à une nouvelle pandémie qu'on connaîtrait pas, on se dit que quand même, il y a des gens qui ont dû réfléchir avant et qui devraient être moins étonnés par la situation actuelle. C'est vrai, on avait des plans et chez nous, et par exemple aux États-Unis, et dans nombre de pays. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu s'y attendre, Anne Dagnon. Oui, mais qui aurait pu s'y attendre ? Alors, je pense que les scientifiques, effectivement, ceux qui s'intéressent à la question des épidémies, la santé publique... les politiques, quand même. Les politiques devraient, oui, absolument. Mais le grand public, je crois que oui, c'était... Alors, il y a l'histoire, hein, on connaissait bien évidemment les grandes pandémies, la grippe espagnole... Mais ça faisait partie de l'histoire et je pense que personne, en tout cas dans le grand public, ou en tout cas pas beaucoup, s'attendait à ce qu'une nouvelle pandémie comme celle qu'on vit ait de telles conséquences dans les relations aux autres, à soi-même et aux autres. C'est-à-dire que oui, une contagiosité, un risque peut-être mortel, mais le fait que ça bouleverse complètement notre vie sociale et personnelle les uns par rapport aux autres, là je crois que c'est probablement une découverte pour beaucoup. Et qui nous a beaucoup surpris, je crois qu'il faut vraiment voir, et qu'on a été finalement si dépourvus. Alors, c'est vrai que dans les médias, à tous les niveaux, mais aussi dans les discussions des gens, je veux dire à la base, on a beaucoup parlé de la question, par exemple, des masques, qu'on ait pu être aussi dépourvus de masques, Guy Freiss. Les masques à l'hôpital, et tous les deux vous étiez à l'hôpital et vous avez été sollicités à cet égard. Comment vous avez vécu ce drame des masques ? Je vais dire, à l'hôpital, on l'a plus ou moins mal vécu, puisque il y a quand même
pas mal de maladies qui font qu'on doit isoler les patients comme on isole aujourd'hui les gens Covid-19 et que les précautions, ce qu'on appelle nous précautions contact gouttelette, font que vous ne pouvez pas rentrer dans un box d'un patient qui a une grippe par exemple sans vous munir d'un masque. Et les familles qui viennent visiter ont un masque. Alors, je reviens encore une fois à votre première question. C'est vrai que dans tous les plans, on dit qu'une nouvelle pandémie pourrait arriver. Et je pense que c'est pas que les scientifiques, les politiques aussi, puisque dans leur troisième volet, on parle des répercussions économiques et ce qu'on peut faire pour éviter, on va dire, la casse, quoi. Mais je pense que ce qui fait un petit peu que l'opinion publique, elle, n'y pensait plus du tout, c'est que dans les médias, on nous parle plus que de succès, de réussite, de la science qui maîtrise tout, quoi. Absolument. C'est aussi un petit peu ça qui a fait que finalement, nous, citoyens lambda, on a été un petit peu surpris, alors que je pense que c'était un petit peu écrit dans l'histoire. Ce petit virus de rien du tout, plus petit même qu'une bactérie qu'on peut pas voir, alors qu'on va sur la Lune, qu'on va sur Mars, etc. Et on n'arrive pas à le vaincre, c'est vrai. Mort à la mort, disait un des ouvrages. Donc on a été un peu pris au dépourvu par rapport à cette question. Anne Dagnon, cette question des masques, elle est quand même redoutable. Vous qui êtes en pédopsychiatrie... Oui, alors effectivement, je crois que ce terme de redoutable est exact et on voit bien les débats actuels qui ne sont pas finis, puisque ça a commencé par il n'y a pas assez de masques et maintenant qu'il y en a assez, c'est faut-il vraiment en mettre au risque de perdre sa liberté individuelle. Alors, c'est vrai que la psychiatrie est peut-être un exemple tout à fait intéressant parce que c'est un domaine où la relation à l'autre est très importante. La parole, le regard. Et donc là, on voit bien que le masque, mais ça c'est vrai aussi partout, le masque casse quelque chose du lien, coupe quelque chose de la relation, puisque on ne voit plus que les yeux, ce qui est très important d'ailleurs, parce que le regard et tout ce qui passe par le regard, c'est important. Mais il n'y a plus les mimiques, on ne voit pas si la personne finalement sourit ou ne sourit pas, la façon dont elle parle. Et c'est vrai que quelqu'un qui est malentendant, qui est face à quelqu'un qui est en face et qui avait l'habitude de lire sur les lèvres, un enfant qui a des troubles du comportement et qui avait besoin qu'on explique et qu'on réexplique. Et le masque est une barrière et vient empêcher quelque chose. Donc on voit bien que c'est en même temps quelque chose qui protège et quelque chose qui met en difficulté. Alors, pour certains, c'est la liberté, mais aussi la communication. Qui empêche le connard de virus. Et on va peut-être écouter la chanson de Renaud, le Corona Song, sur le connard de virus. Je crois que ça résume un tout petit peu cette première partie. Coronavirus, connard de virus. Elle débarquait un jour de Chine, retourne-y, qu'on t'y confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI, je me cogne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être planté chez moi, je veux voir le monde, comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Mais le pire, c'est que ces salauds vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes, le désespoir. Même pas un petit restaurant fermé pour cause de confinement. Faire la queue avec ses blaireaux pour un pauvre menu McDo. Les caissières de l'Intermarché en ont ras-le-bol, et je les comprends. Elles
sont masqués toute la journée. Quant à leur salaire, parlons-en. Eureka, RCF Alsace. Oui, je suis avec Guy Fraisse et Anne Dagnon pour évoquer la question éthique et Covid qui nous retiendra pendant toute une année, toutes les deuxièmes semaines du mois. Et je suis très heureuse de vous avoir comme auditeur à cette émission qui est importante parce que ça nous permet de réfléchir sur le plan de l'éthique. Alors, l'éthique, c'est précisément essayer de voir ce qui se passe, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ou pas. La question des masques que nous avons évoquée à l'instant est une question cruciale. Et l'on disait aussi que dans notre petite pause, que c'était une question, et la chanson de Renaud nous le rappelle, qu'on retrouve partout dans le monde. Mais on pointait quand même la Chine qui a manqué de masques aussi, Guy Fraisse. Oui, la Chine a manqué de masques aussi au début. C'est pour ça qu'ils ont été aussi durs, je pense. Hein. Oui. On a tous une opinion sur le régime chinois, mais quand même, ils ont fait un petit peu ce qu'il fallait faire parce qu'il n'y avait pas de masque. Hein. Au début, C'est-à-dire oui. mettre en quarantaine tout le monde, quoi. Ouais. Hein, ce qui est préconisé un petit peu dans tous les plans. Hein, et je pense que là aussi, peut-être que les autres pays n'ont pas assez bien réagi. Au lieu de critiquer un petit peu le régime chinois, on pouvait se dire, s'ils vont à de telles solutions, c'est que peut-être ce virus n'est pas aussi anodin que ça. Hein. Il y a des raisons. Oui, Anne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il fallait quand même entendre que la gravité finalement de la situation chinoise, alors c'est toujours pareil, hein, les autres, c'est pas bien, et puis nous, ça ne nous atteindra pas. Donc il y a eu un effet de surprise et de sidération quand même quand c'est arrivé en Italie, puis chez nous. Hein. Alors, c'est vrai, mais quand on regarde quand même un peu l'origine chronologique, c'est quand même des choses qui sont extrêmement complexes. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas absolument l'origine et en même temps, comme le dit la chanson de Renaud qu'on a écoutée dans notre pause, il y a aussi une pandémie qui se déclare dans la suite de certains abus, dans la déforestation, dans l'industrialisation, dans notre consumérisme effréné, etc. Et je crois que tous ces éléments, il faudra les mettre en évidence. La chanson dit on bouffe du chien, du pangolin et voilà. C'est une manière de mettre en musique des choses, mais qui disent des réalités extrêmement profondes. Et puis n'oublions pas que on aurait pu dépister un peu plus tôt en Chine. Des médecins avaient lancé l'alerte et on les a un petit peu brimés malgré tout. On les a brimés, c'est clair, mais finalement le test qui a mis en évidence ce nouveau virus a quand même mis une quinzaine de jours. C'est clair que d'autres pays très rapidement ont mis au point des tests aussi, en particulier les Allemands. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Allemands étaient prêts avant les autres. Ils avaient des tests pour dépister. Mais je crois que la problématique au départ, c'est que quand même on ignore, je cite toujours les Allemands en référence parce que c'est les premiers qui ont mis au point un système de modélisation pour voir quelles sont les actions à entreprendre pour limiter la propagation. Et c'est très intéressant parce que ce modèle, il est toujours encore d'actualité alors qu'il date de début mars. Et ils ont évoqué finalement une douzaine de scénarios possibles suivant ce qu'on sait au fur et à mesure du virus. Et quand on voit leur tableau, ce qu'on sait du virus, c'est un petit peu son temps d'incubation, le temps où il peut être transmis, mais tous les autres paramètres où ils ont dit là on ne sait pas, donc il faut effectivement mettre 12 scénarios et voir ce qu'on fait dans les différentes situations. Tous les autres éléments manquent toujours encore. Est-ce que c'est saisonnier ou pas ? Est-ce qu'il y a une immunité ou pas ? Et tout ça fait que finalement, les mesures que vous prenez, elles peuvent être critiquables parce qu'il y a un tas de choses que vous ne savez toujours pas. C'est redoutable, Anne, oui. Oui, je crois que cette question de pas savoir et
ne savoir toujours pas. L'incertitude. L'incertitude, alors que finalement, on est dans un monde où on était à peu près sûr qu'on était sûr de beaucoup de choses, si je puis dire. Et surtout de la science. Et surtout de la science. Et depuis les Lumières, l'objectif, c'est le progrès. Et on avait l'impression, effectivement, que les progrès au niveau de la science nous permettaient d'être maîtres de notre destin. Et puis là, tout à coup, c'est un rappel que non, la vie humaine, c'est l'incertitude. Une seule chose est sûre, c'est qu'on mourra un jour. C'est sûr. Mais pour le reste, la Covid nous replace vraiment dans cette question qui est d'une certaine façon insupportable. Et on voit bien que beaucoup réagissent en disant « mais enfin, c'est tout et n'importe quoi, le gouvernement change tout le temps d'avis, le conseil scientifique ». Mais oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas, et on avance à petits pas. Et donc, il faut que la population... Alors, est-ce qu'il faudrait effectivement une pédagogie plus précise pour que les gens comprennent mieux ? Peut-être, peut-être. Est-ce qu'il faut rassurer ou au contraire dire que les risques sont majeurs Donc, tout ça, c'est des questions que notre société n'avait pas ou plus l'habitude de se poser. Et c'est en ça que c'est quand même extrêmement intéressant et important pour notre monde, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir continuer comme avant. Oui, je crois que c'est effectivement important. Alors on va faire une deuxième pause musicale et on va écouter encore une chanson d'Aldebert qui s'appelle Coronavirus, parce que je crois que les artistes nous aident effectivement à mettre des mots sur ce que nous avons vécu. Avis à tous les terriens, le coronavirus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre en provenance de Vénus s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. D'un maître dit la science et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Non, d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d'ici, déserter notre globe, satané microbe. La condition requise pour aller mieux demain, ne faites plus de bises, ne serrez pas de main. Mais pour être peinard, soyez mobilisés. Jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide. Telle est votre mission et ce fichu Covid nous lâchera les baskets et nous crierons victoire. Partout sur la planète, on fêtera son départ. Eureka, le regard sur la science en Alsace, Marie Jotil. Oui, ce coronavirus, comme chante Aldebert, est un virus tout petit, mais qui a des effets majeurs. Alors, ces effets majeurs, ils se sont fait ressentir en médecine en particulier, et on a parfois pu dire que la médecine a été dépassée. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, Guy Fraisse ? La médecine dépassée dans un sens, puisque on n'a pas de traitement. Oui. Donc, l'incertitude dont on parlait à l'instant. Quand on n'a pas de traitement, on fait ce qu'on sait faire, on fait du traitement symptomatique, donc on essaye de soigner les conséquences. Ce qu'on a essayé de faire le mieux possible. Je pense qu'avec cette première vague, on a quand même appris un tas de choses qu'il fallait peut-être faire en priorité, ce qu'il fallait peut-être mieux différer, comme l'intubation et la ventilation. Si on peut la différer au maximum, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer de faire, mais c'est clair que quand on intube, je pense que la majorité des réanimateurs l'ont fait quand vraiment il n'y a plus d'autres solutions, mais on s'est rendu compte que on peut différer quand même de façon beaucoup plus importante que dans d'autres maladies respiratoires. Donc c'est vrai, dépassé, parce qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui.
Il y aura peut-être pas de traitement médical. On a vu pour la grippe espagnole, il y avait le même problème. Peut-être, je pense, et tout le monde espère en médecine, que le problème sera réglé quand on aura un vaccin. Je pense que là aussi se posera la question, est-ce que les gens vont se faire vacciner quand il va apparaître? Parce que je pense qu'il y aura l'angoisse des effets secondaires. On n'a jamais mis au point un vaccin aussi rapidement, et je pense qu'on ne pourra pas être sûr à 100%, d'ailleurs il n'y a pas de vérité à 100% en médecine, sur son innocuité au départ, donc on verra au fur et à mesure. Donc je crois que la médecine, elle redoutait ce qu'elle redoutait le plus, surtout les réanimateurs dont je fais partie, c'est de devoir faire un tri, c'est-à-dire d'être à un moment donné dépassé par le nombre des malades, et toutes les mesures que tous les gouvernements ont prises visaient qu'à une seule chose, c'est essayer de ne pas surcharger les hôpitaux pour que toutes les personnes, et ça c'est quelque chose d'éthique, puissent être pris en charge dans les mêmes conditions. Oui, c'était une question éthique redoutable. Anne Dagnon. Alors, vous disiez, est-ce que la médecine est dépassée? Il y a deux choses. Il y a les moyens qu'elle a, et puis les connaissances. Et bien évidemment, les deux s'articulent. Alors, effectivement, par rapport à la Covid-19, les connaissances, on voit bien qu'il n'y avait pas de... on connaît des virus, mais celui-là, pas encore. Donc, elle a, comme dit Guy Freiss, les médecins... ont finalement utilisé des moyens pour faire face, mais ce qui n'a pas empêché la médecine de chercher à progresser et à savoir. La question là, c'est comment est-ce qu'on cherche, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que c'est... Est-ce que une situation comme celle qu'on est en train de vivre, parce qu'elle est loin d'être terminée, est-ce qu'elle permet de faire de la recherche sans avoir des garde-fous éthiques, Est-ce qu'elle permet de... Par exemple, pour le vaccin, c'est quand même une question qui va se poser. Dans quelles conditions les vaccins qui sont en train d'être testés le sont-ils sur la population? Avec quel consentement des personnes qui participent à la recherche? Et c'est de la même façon pour les traitements. C'est-à-dire que est-ce que la pandémie remet en question les valeurs éthiques fondamentales de la recherche clinique et médicale ou pas? La question, c'est elle ne doit pas les remettre en question. C'est-à-dire que même quand il faut aller vite, là il faut aller vite effectivement, il faut qu'il y ait une éthique scientifique qui soit extrêmement précise. Et on voit bien que les risques de dérapage, là, sont tout à fait importants. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, mais aussi les différents CHU, ont mis en place des comités d'éthique. Et vous étiez aussi tous les deux, plus d'autres personnes, engagées dans cette réflexion, Guy Freiss. Oui, je rajouterais juste à ce que vient de dire Anne Dagnon, qui a quand même pour moi un problème majeur qui a été soulevé en premier par Drosten en Allemagne, c'est que malheureusement, moi je le déplore, il y a actuellement encore aucune collaboration internationale, ni pour la recherche, ni pour mettre au point un vaccin. Tout le monde travaille un petit peu dans son coin. On a l'impression que c'est le premier qui va trouver, il va effectivement gagner le gros lot, mais je crois que dans la situation actuelle, c'est pas le but. Le but, on va dire éthique, c'est de trouver effectivement un remède le plus rapidement possible. Et c'est vrai que de nombreux chercheurs dans de nombreux pays occidentaux regrettent un petit peu qu'il n'y ait pas une collaboration plus appuyée. On voit qu'il y a des comités UNESCO, OMS où on rassemble des spécialistes, mais on va dire pour moi c'est pas des spécialistes de premier rang, c'est des très bons médecins qui ont effectivement des grandes compétences dans leur domaine, mais qui parlent plus un petit peu aussi d'éthique que finalement de médecine et de solutions médicales à ce problème. Y compris pour les pays les moins avancés, on va dire. Oui, je pense que c'est vraiment très important et on voit bien là que le rôle que peut avoir le politique et l'économique, c'est-à-dire que là, dans la recherche, chacun y va seul pour être sûr d'avoir le jackpot, parce que
Il y a effectivement la possibilité de vendre et de faire un enrichissement énorme. Et on voit bien que certains politiques, et pas des moindres dans certains pays, en font une affaire personnelle, voire même de réélection. Oui, absolument. C'est pas la peine de préciser. Oui. Mais de notoriété internationale. De notoriété internationale, c'est-à-dire qu'au-delà effectivement d'une recherche humaniste et éthique par rapport à solidaire par rapport aux personnes malades, on voit bien que là il y a un enjeu éthique et économique et politique énorme, et que les dés sont quelquefois un peu pipés. En tout cas, risque de l'être, et c'est là où il faut qu'il y ait une attention très, très, très précise sur le plan éthique. Donc, je crois qu'on va déjà s'arrêter là. L'émission passe, c'est un temps qui passe trop vite. En même temps, je vous donne rendez-vous le mois prochain, et nous serons là tout au long de l'année, donc avec mes 2 invités d'aujourd'hui. Et encore 2 autres invités, François Claus et Jacqueline Bouton. Nous serons à 5 à animer cette émission Eureka. Et donc, à très très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.